Des informations personnelles qui vous concernent apparaissent alors un peu partout. Elles annoncent l'apparition d'un citoyen, d'une nouvelle mère, d'un nouvel assuré de l'assurance maladie, d'un nouveau sujet d'enquête sociale, de nouvelles exemptions d'impôts. Avant même d'ouvrir les yeux, vous êtes devenu une statistique qui va permettre aux services de santé publique de planifier ses campagnes de vaccination, au centre de la petite enfance de prévoir l'emplacement d'une nouvelle garderie, à une chaîne de magasins de jouets d'ouvrir une autre succursale. Bienvenue dans le monde surprenant des informations personnelles. À Montréal, nous avons croisé Jérôme. Biologiste et expert en rénovation, c'est aussi un nouveau père de famille qui cherche pour le moment comment vivre sans sommeil. Sans qu'il ne l'autorise et à son insu, sa photo, son nom, son adresse sont enregistrés dans un grand nombre de fichiers informatiques. Au Québec seulement, il y a 2700 organismes publics et parapublics qui peuvent collecter des informations à son sujet. L'information personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier une personne spécifique. On collecte des renseignements personnels, on les utilise à l'insu de l'individu. Lorsque vous remplissez des formulaires, lorsque vous vous abonnez à un magazine, à une revue, vous donnez des renseignements personnels. Ces renseignements personnels sont placés sur des listes qui sont échangées, vendues et qui voyagent énormément. L'individu ne contrôle pas. L'individu ne sait pas ce qu'il donne et à quelle fin ces renseignements vont être utilisés. Ça peut être des renseignements classiques, l'âge, l'adresse, etc. Ça, c'est des choses qui se comprennent bien. Mais les fameux identifiants, des chiffres qui correspondent à un individu, les numéros de votre carte de crédit, par exemple, c'est un identifiant important. Et ça permet de zoomer sur un individu et de le cerner. Mathieu vit à Londres. Il est célibataire, ingénieur en informatique et vidéographe. Comme pour Jérôme, le gouvernement, les agences et une foule de compagnies privées ramassent, analysent et conservent des informations qui le concernent. L'État est incapable de gérer des programmes sociaux sans renseignement personnel. Est-ce qu'il va donner des pensions à tous ceux qui la réclament, qui n'y ont pas droit, qui vont la réclamer 2 fois? Alors, le gouvernement est obligé d'avoir des renseignements. C'est une des conséquences majeures de la naissance de l'État-providence. L'entreprise, elle, cependant, à la différence de l'État, veut avoir des renseignements personnels pour vous connaître, pour vous fidéliser, pour employer le beau terme de marketing, c'est-à-dire pour vous suivre, pour vous offrir de nouveaux produits, pour avoir une relation d'affaires plus importante, plus payante avec vous. À Los Angeles, Marissa est passée en coup de vent. Comédienne, elle devait faire sa mise en forme, s'occuper de quelques achats, rencontrer un producteur et en fin d'après-midi prendre un vol pour Tokyo où un tournage l'attendait. Selon le US General Accounting Office, au moins 52 agences fédérales ramassent et stockent des informations sur elle. 52 est un minimum, parce que l'étude ne tient pas compte des projets classés secrets et reste muette sur tout ce que ramassent les compagnies privées. Si vous prenez des entreprises qui s'occupent du crédit, comme Equifax ou TRW, des maisons fondamentales, alors là aussi, on a sur les individus une foule de renseignements. Vos cartes de crédit, l'état de votre compte en banque, l'état de vos achats à crédit, l'état également de votre hypothèque. Ça peut être inquiétant que quelqu'un ait de l'information personnelle sur notre compte dès lors que ça donne à cette personne-là un pouvoir ou une autorité sur nous qu'il ne devrait pas avoir. Les grandes maisons de crédit qui déterminent votre code de crédit personnel admettent un taux d'erreur de 25 à 30 %, ce qui est énorme quand vous voulez acheter à tempérament, à crédit selon l'expression. Si on a une chance sur 3 de se tromper à votre sujet, c'est quand même embarrassant. Alors, les renseignements personnels, parce qu'ils sont traités, passés de main en main, ont, comment dire, un coefficient de qualité qui est mince. As we go forward,
Plus on va aller de l'avant, plus on va voir des ordinateurs et des réseaux contrôler ce qu'il y a dans nos frigos. Est-ce que le lait a tourné? Doit-on refaire la provision de pommes, de beurre? Ils vont suivre à distance comment notre voiture fonctionne. Ils vont surveiller à quelle vitesse nous conduisons, si nous tournons trop brusquement à gauche, si nous freinons. Les hôtels où nous allons, peut-être avec d'autres personnes que nos épouses. Ils vont suivre notre consommation d'énergie. Ils vont nous contrôler de plus en plus. Et devinez quoi? C'est nous qui allons leur demander de le faire, à cause des avantages que nous en recevons. Les compagnies d'assurance vont récompenser les personnes qui mangent de la manière dont ils veulent par des primes moins élevées. Nous allons vers une époque où ils vont nous convaincre de permettre aux compagnies de nous contrôler comme jamais auparavant. En plus, quand il le jugera opportun pour la sécurité nationale, le gouvernement pourra regarder ces données pour vérifier lesquels d'entre nous sont ou pourraient être des terroristes ou des criminels. Savez-vous que le FBI a dit qu'il n'était plus une agence pour résoudre uniquement des crimes, qu'il voulait maintenant prévenir les crimes? Qu'est-ce que cela nous indique? Ça va très bien, il n'est pas jaloux. On s'attend. Monica récupère, elle a perdu beaucoup de poids. Pour avoir une idée de ce qui se passe dans ce nouveau secteur économique, vous n'avez qu'à regarder le domaine des communications, les téléphones cellulaires. Tout à coup, l'élément vital des communications devient l'information. Il ne s'agit plus seulement d'une personne qui parle à une autre personne. Il s'agit de recueillir le plus d'informations possible sur votre positionnement, sur vos habitudes de consommation, sur vos patterns de transactions, sur vos relations avec les autres. Ceci devient essentiel pour la croissance du marché des communications et bien sûr de l'Internet. Tous ces secteurs d'activité utilisent les informations personnelles comme moteur. Partout où nous passons, nous laissons des traces. Et parce que c'est très payant, beaucoup de compagnies sont intéressées à les ramasser. Les informations personnelles prennent des formes diverses. Il peut s'agir de mots, de chiffres, de photos qu'on ajoute telles quelles à un dossier. Mais il est aussi possible de les coder pour qu'un ordinateur puisse les lire. On parle alors d'informations numériques. Sous cette forme, elles deviennent malléables et peuvent devenir extrêmement bavardes quand on sait comment les faire parler. Quelquefois, une compagnie ne connaît pas le nom, elle connaît le modèle. Une autre compagnie ne connaît pas l'adresse, mais a une foule de données. Tous ces systèmes communiquent et assemblent un profil. Alors on ne peut pas dire qu'une compagnie doit être capable d'identifier un individu pour que ce soit de l'information personnelle. Si vous pouvez rassembler les morceaux dans un profil, alors c'est de l'information personnelle. Les gens pensent que les caméras vidéo sur la rue ne filment que des personnes anonymes. Mais mettez un système de reconnaissance faciale sur cela, et tout à coup, la personne devient identifiable parce qu'elle a passé un contrôle d'identification et qu'on lui a associé un nom. Au Québec, où on a été les premiers en Amérique du Nord à avoir une loi dans le secteur privé, une entreprise est obligée de vous fournir copie des renseignements personnels qu'elle a accumulés, qu'elle a obtenus et qu'elle détient à votre sujet. Ça y est, c'est un droit et il faut l'exercer. Après le plastique de la carte de crédit et le disque dur des ordinateurs, la technologie offre maintenant un nouveau support à l'information, le corps humain lui-même. Pour ouvrir la porte de son bureau, Martin utilise les empreintes de son doigt. Le capteur vérifie d'abord que le doigt est bien vivant pour éviter les fraudes par moulage ou amputation. Ensuite, il repère un certain nombre de points sur le doigt et les relie entre eux pour fabriquer une forme géométrique qui est spécifique aux empreintes de Martin. Un simple calcul donne une valeur numérique à la figure. Cette valeur est multipliée par un nombre propre à la compagnie. Les empreintes de Martin ont généré un code. L'ordinateur consulte les dossiers des employés, trouve le code de Martin, s'assure qu'il est autorisé à entrer et déverrouille la porte.
Dans bien des pays, comme au Mexique, par exemple, les gens moins fortunés, qui sont illettrés, signent à la banque avec la reconnaissance du doigt.